Allez, aujourd'hui c'est parti, nouveau podcast et je suis avec Nicolas Vandelken et c'est le deuxième épisode, le tout premier qu'on avait fait, il commence à dater un petit peu, c'était le 163, l'épisode 163, qu'on avait titré 4600 kilomètres en courant pour la planète. Là, c'est un petit peu moins, mais c'est un petit peu plus rapide. Ce que tu viens de faire, Nicolas, mais on va en parler forcément pendant cet épisode. Mais comment vas-tu, Nicolas, aujourd'hui? Ben écoute, ça va, ça va. Je suis posé à Quiberon là, donc je suis plutôt bien et puis en effet plutôt au repos par rapport à tout ce qui vient de se passer. Donc c'est un plaisir d'être avec toi et tout s'est bien connecté, donc hyper content d'être avec toi. Ouais, c'est vrai qu'on a programmé ça vite, hein. Là, on est le 27 juin et on s'est dit hier, tiens, est-ce que tu es dispo demain pour enregistrer? Tu m'as dit oui, j'ai dit moi aussi, trop bien, allez hop, on se cale, c'est parti. La dernière fois, ça avait été un peu plus compliqué et c'est pas Ouais. toujours aussi simple de caler les échanges avec les invités, mais là, ça s'est plutôt bien goupillé, donc c'est super chouette. Avant qu'on parle du défi, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, bah, je suis Nicolas Vandenelsken, désolé pour le nom compliqué. J'ai 31 ans et puis je suis éco-aventurier et acteur de l'association Univers Sport. Voilà, une association qui sensibilise grâce à l'activité physique en fait aux enjeux environnementaux, aux enjeux sanitaires et, euh, et voilà globalement qui je suis. Aujourd'hui, c'est ton métier tu es salarié de cette association-là? C'est ça, ouais, c'est devenu mon métier. Je pense qu'au moment où on s'est parlé la première fois dans le podcast, ça ne l'était pas encore. Voilà, maintenant l'association elle a bien évolué et puis on a beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux et donc ouais, maintenant j'ai de la chance que ça soit devenu mon métier et que ça ait du sens. Donc ouais, c'est souvent une question qu'on me pose, mais oui, en effet, maintenant c'est mon métier. Non, mais en fait, je te pose la question parce que quand je vois tout ce que tu fais, je me dis que c'est un truc à, à y consacrer du temps. Et oui, bah, c'est un peu logique que ce soit devenu une activité à plein temps. Et c'est très cool que ton message puisse se diffuser comme ça de plus en plus, hein, et que tu puisses y consacrer tout le temps qu'il le mérite. Euh, alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Raconte-nous ta dernière petite folie. Ouais, écoute, la dernière petite folie, elle s'est passée chez toi, hein, non, ouais, c'est le record du GR34, voilà, le long des sentiers du littoral breton. Voilà, l'objectif c'était de battre le record déjà assez fou de Jérémy Dédoué. Euh, et on y est arrivé du coup en terminant dimanche là, en 25 jours et 9 heures. Et c'était ouais, une éco-aventure de dingue. Surtout qu'avant ça, j'avais fait 110 marathons en 110 jours de septembre à décembre 2022. Donc voilà, j'atterris au fur et à mesure, mais c'est pas hyper simple. Comment ça se passe? Alors on va essayer de le prendre un petit peu en mode avant, pendant, après, si tu veux bien. Alors raconte-nous l'avant ce défi. Comment est-ce que tu t'es organisé? Comment est-ce que tu l'as préparé? Euh, Vas-y, raconte-nous Ouais, bien sûr, ouais. l'organisation de ce défi. Bref, je dirais que c'est un travail de fond, hein. Je pense que mine de rien, les 110 marathons en 110 jours que j'ai réalisés avant m'ont permis déjà d'avoir un foncier intéressant, bon, tout comme le Tour de France que j'avais fait avant, et en fait, si tu veux, c'est un ami breton, un trader, hein, Alban Laurent, qui est aussi hyper engagé pour tous ces sujets environnementaux et qui, voilà, pendant mes 110 marathons en 110 jours, j'étais en Bretagne et il me dit, bah écoute, Nico, c'est cool, hein, ça fait 2 ans là avec tes Tours de France et tes 110 marathons que tu passes en Bretagne, mais tu coupes un peu la Bretagne, quoi. Tu fais du Val-Saint-Brieuc, mais bon, c'est pas ça la Bretagne, quoi. Tu sais, un peu rigolant, quoi. Et il dit, voilà, en 2021, il y a Jérémy qui a fait un record, et puis en plus, là, il y a des articles qui viennent de sortir sur bah, le fait que, voilà, d'ici 2100, il y a plus de 44 communes qui vont finir sous les eaux, enfin, en tout cas, qui risquent de finir sous les eaux en Bretagne. Il y a tout le problème de l'érosion des côtes, et vu que c'est des messages que tu aimes porter, bah voilà, je trouve que ça serait, je pense que tu pourrais te lancer ce défi. Et donc voilà, c'est parti de ça, donc en octobre ou novembre 2022. Puis c'est vrai que de là, bah, en fait, avant de finir mes 110 marathons, on s'est dit, bon, bah, ok, ça sera le prochain défi.
Et en fait, tout s'est construit voilà, à la fin des 110 marathons, à partir de janvier-février. Donc, on avait très peu de temps parce que c'est vrai que la période idéale, en fait, paraissait le mois de mai. Et j'avais pas forcément envie de le faire le mois de mai d'après, etc. Et donc voilà, il y a des gens qui sont venus autour de ce projet dans l'association, des bénévoles, et on a bien préparé ça. Ça a été ouais, un gros projet. C'est pour ça que j'aime bien dire que on a battu ce record parce que pour moi, c'est un vrai travail d'équipe. Il y a moi qui cours, certes, mais il y a toutes les personnes derrière. Et puis le but, c'était pas de juste courir, c'était de mettre plein de choses autour. Et donc, d'avoir des personnes qui sensibilisent. Donc voilà, avec Charlie et Dimitri qui sont intervenus dans les écoles, sur des événements publics. Voilà, avoir Jérôme qui prend des vidéos, des photos. Voilà, et puis essayer de raconter toute l'histoire sur les réseaux, par la communication et raconter ça convenablement pour aussi informer sur ce qui se passe, sur ce qu'on voit. Donc ouais, ça a été 5 mois de préparation intense. Là, je te parle en plus de l'aspect juste, comment dire, logistique, etc. Mais après, il y a eu toute la préparation physique aussi parce que les 110 marathons, c'était déjà bien, mais là, je m'attaquais quand même. Enfin, c'est pas toi qui va dire le contraire, surtout avec ta course, etc. Mais la Bretagne, c'est pas si plat que ça. Ça monte pas mal, contrairement à ce que peuvent croire certains. Et donc, il a fallu travailler en dénivelé. Donc, avec mon coach, parce que j'ai un coach depuis 2 ans, on a bien travaillé ça et j'avoue que ça a été la préparation la plus intense que j'ai faite, où j'étais bien fatigué parce que j'ai fait des semaines à plus de 200 kilomètres en essayant de trouver du dénivelé parce que moi je suis de la région de France du Nord donc c'est pas là où on en a le plus donc voilà j'ai fait pas mal de terris. Les terris c'est les monts de charbon entre guillemets de chez nous là dans la région de France et donc ouais ça c'était une grosse prépa physique aussi en amont quoi. Et alors, comment est-ce que vous y êtes pris pour préparer ça? Parce que souvent, j'aime bien dire que bon, les prépas marathons, c'est bon, on connaît, hein, ça a été quand même pas mal étudié. Il y a quand même pas mal de retours d'expérience sur ce genre de préparation. Les ultra trails, ça commence à venir aussi. Ça s'est développé quand même pas mal les recherches ces dernières années. Mais des défis comme ça de 2100 kilomètres, je sais même pas combien il y a de D+. Euh, Comment tu fais pour te dire bon? On, on a 5 mois. Comment tu découpes la prépa d'un défi comme ça? Bon après disons que moi je réfléchis pas trop, hein. Enfin si je réfléchis mais comment dire mon coach fait beaucoup mais bon disons que bon, moi ma force c'est d'avoir quand même une grosse résilience mais en fait en gros avec le coach en tout cas si on parle juste de prépa physique c'était de se dire qu'il fallait vraiment qu'on intègre des blocs de dénivelé parce qu'en effet sur ces 2100 kilomètres on a eu à peu près 25 000 de D+, donc c'est assez dont 20 000 dans la partie nord, hein. Voilà, la partie sud c'est 5 000, mais la partie nord est juste énorme, quoi. Mais et donc en fait, déjà il fallait intégrer cette partie dénivelé à mes entraînements parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Donc on l'a fait au fur et à mesure. Et en fait, ça a démarré. Alors mon coach m'engueulerait parce que on devait intégrer beaucoup de vélos et puis au final je l'ai pas fait parce que j'ai pas encore suffisamment de bons vélos à ce moment-là. Donc j'ai repoussé à chaque fois la limite pour dire il faut qu'on intègre le vélo, qu'on intègre le vélo et voilà au final j'en ai quasiment pas fait. Mais bon, non et du coup ça a été on s'est pris au fur et à mesure. Là. Disons les trois, enfin les 2 derniers mois, ça a été vraiment les plus intenses avec en effet bon hormis 2 semaines avant, mais des semaines à plus de 200 kilomètres avec voilà avec des week-ends avec des longues sorties, voilà un peu des week-ends chocs. Et puis aussi aller ailleurs, comme en Suisse normande pour travailler du dénivelé, parce que c'est vrai que encore une fois dans la région de France, c'est bien de faire des terris et tout, mais c'est des pentes assez raides d'un coup et pour toujours aller rechercher du dénivelé, pardon, c'est pas facile. Et puis avant ça, on avait recommencé au fur et à mesure parce que après moi les 110 marathons, j'ai coupé pendant 2 3 semaines, c'est pas non plus énorme, hein. Et puis après on a repris par 2 semaines à 81 puis 100 kilomètres et puis voilà, j'ai intégré moi aussi du renforcement musculaire parce que ça aussi c'est important.
Et puis, quoi te dire d'autre? En termes d'alimentation, tu avais fait une prépa spécifique, quelque chose que tu avais changé, modifié, adapté? Non, pas vraiment. Moi, c'est vrai que alors, du coup, quand j'ai fait mes week-ends chocs, etc., je me suis aussi habitué, bien évidemment, à faire des journées entières de course, à faire à partir tôt et à rentrer tard, vers 18-19 heures, et donc faire une pause déjeuner entre deux. Donc voilà. Après, moi, je suis vraiment adepte, et c'est ce que je défends de façon comment dire, de rien manger de transformé, dans ton eau, de juste mettre, moi je mets juste du sel et du sirop, et ça fait largement l'affaire. Donc c'était surtout des tests en fait sur des journées entières, de voir comment mon corps agissait, parce qu'en effet pour les ravitaillements, en fait je suis pas quelqu'un qui mange énormément en fait en courant, ce qui est pas forcément toujours bien d'ailleurs, mais voilà, s'habituer à ça. Et euh, et donc c'est vrai qu'on avait du mal à se jauger avec l'équipe sur pendant les pendant cette éco-aventure, de savoir comment on marcherait sur les ravitaillements. Voilà, est-ce qu'il fallait prévoir entre guillemets un plus gros ravitaillement entre le 20, 40, 60, 80, parce que je partais sur des journées de 80 km au moins. Donc est-ce qu'il fallait absolument s'arrêter avant, etc. Et en fait, justement, dans ma préparation, je me suis rendu compte que le matin, je préférais avancer et pas forcément m'arrêter longuement au 20. Donc voilà, ça a été déjà quelque chose qui était plutôt bien, parce que je savais que dans ma tête, à chaque fois quand je partais au moins pour 40, où je faisais pas de gros stops, etc. Et donc ça, je l'avais intégré dans ma prépa, et ça s'est vérifié pendant l'éco-aventure. Euh, et après, non, avant, au niveau de l'alimentation, j'ai rien bougé. Moi, je suis végétarien aussi, donc non, non, j'ai rien bougé, j'ai rien. Peut-être même pas au final, mais c'est vrai qu'avant mes éco-aventures, j'avais l'habitude de prendre un peu de poids aussi juste avant, parce que je savais que j'allais en perdre. Là, au final, quand je suis parti, j'étais quand même plutôt à mon poids de forme, et j'en ai vite perdu en faisant cette éco-aventure de dingue. Donc, non, pas plus. Vraiment, je réfléchis encore, parce que tout est encore hyper frais dans ma tête, et puis j'ai encore toutes les images de l'éco-aventure dans ma tête, mais disons qu'en amont, ouais, il y a eu beaucoup de stress, c'est vrai. Je t'avoue, au niveau de l'alimentation, beaucoup de gens m'en ont parlé, beaucoup de gens m'ont dit, mais fais attention, tu devrais préparer aussi à manger liquide. Tu sais, on m'avait dit, ben, pourquoi pas faire des jus, etc., parce que ça sera plus facile à digérer, et j'ai pas pris le temps de le faire, et je voulais pas prendre le risque, en fait, de l'essayer. Enfin, de toute façon, t'essayes jamais un truc, euh, t'essayes jamais un truc, comment dire, quand tu l'as pas testé, enfin, surtout sur un défi comme ça. Hmm. Donc disons que je suis resté assez basique en réalité sur ce que je faisais habituellement. C'est juste que ce que j'avais en plus là, c'était on a un partenariat avec les déshydratés bretons, qui sont des produits locaux et bio et bretons. Et donc c'est vrai que d'avoir ces fruits déshydratés régulièrement, ces pâtes de fruits aussi naturelles, et bah ça a été aussi un plus pendant l'éco-aventure, parce que ça passe bien, et voilà. En même temps, le rythme, quand tu fais un défi comme ça, il est pas ultra important. Donc, on peut se dire que on peut manger plus ou moins normalement et qu'on mange juste un peu plus que ce qu'on mange d'habitude. C'est un peu ce que tu as constaté ou pas? Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait le GR20 en 3 jours, là, c'était en fait une rando où tu marches juste pendant plus longtemps que les autres. Bah, en fait, j'ai mangé dans les refuges de façon normale et j'ai juste mangé comme un goré quand j'arrivais dans les refuges. Mais sinon, en fait, mis à part ça, manger plus peut-être que les autres randonneurs qui étaient présents sur le GR. Je pense qu'on a mangé à peu près la même chose en termes de qualité. C'est ce que tu as constaté aussi? Ouais, bah c'est clair que bon, et puis je l'avais déjà constaté aussi, hein, sur mes aventures d'avant, c'est que moi je mangeais beaucoup le soir, et c'est clair que le soir je dévalisais un peu les frigos des gens qui nous recevaient, parce qu'à chaque fois on était reçus chez l'habitant là, donc encore merci aux Bretons pour leur accueil. Mais et après c'est vrai que le midi, bah moi à chaque fois je prenais ma pause à peu près vers 14h, 14h30, quand même assez tard au final. Et
Je mangeais, mais pas plus que ça, parce que c'est clair que quand tu recours derrière, t'as pas envie d'être trop lourd non plus. Bon, la petite anecdote aussi qui montre quand même qu'en effet, vu que ton rythme est moins fort, voilà. Bon, après, je l'ai plus fait à la fin parce que ça passait moins bien, mais, mais c'est que en fin de journée, des fois, j'aimais bien me prendre un petit coup de yaman. Alors là, tu vas rigoler parce que c'est tellement, je veux dire, ça paraît improbable de dire ça quand tu cours parce que c'est tellement loin, etc. Bah, en fait, tu perds tellement d'énergie, etc. Quand tu recours comme ça toute la journée que, au départ, en tout cas, moi, le petit kouign-amann passait bien. Bon, après, il passait un peu moins bien. C'était trop sucré. Enfin, je pense que le corps, il acceptait plus. Mais, bon, en tout cas, moi, ça me faisait du bien et c'était sympa. Mais ouais, c'est clair que, dans tous les cas, t'es sur un rythme où, t'es pas à fond. Donc, ton corps s'habitue plus aussi. Et moi, mon corps s'est plutôt bien habitué, en fait, dès mes expériences d'avant, en fait. Parce que c'est vrai que le matin, par exemple, je peux manger une demi-heure avant et pour autant, mon corps n'est pas traumatisé ou le digère pas mal, quoi. Donc, ça, c'était aussi une habitude, je pense, d'avant. Est-ce que mentalement, il y a eu quelque chose qui en amont t'inquiétait, tu te disais, ouah, cette partie-là, ça risque d'être compliqué. Et si oui, comment est-ce que tu t'es préparé à ça? Bah, mentalement, après, moi, je pense que ma force, c'est des fois de pas trop stresser et d'éviter d'un côté d'anticiper parce qu'il faut bosser le truc, mais tu vois, je pense qu'au final, c'était pas plus mal que je connaisse pas tant que ça. Enfin, je connais la Bretagne, mais tous ces chemins et les plus durs notamment, je les connaissais pas. Donc ça, je pense que c'était pas plus mal parce que du coup, tu pars pas avec d'appréhension. Et non, après, là où moi j'avais peut-être un peu peur, c'était justement sur le fait que j'ai fait 110 marathons 110 jours avant. En fait, sur le coup, je me suis dit, mais en fait, Nico, il y a 5 mois, tu étais déjà sur un défi où tu as fait je ne sais pas combien de kilomètres, et là, tu te réenquilles ça. Est-ce que, enfin, je veux dire, ton corps et tout, est-ce qu'il va savoir enquiller ça? C'est peut-être pas simple, quoi. Et puis, il y avait aussi, mine de rien, le fait que je m'attaque aussi à un terrain de trail où je suis pas, enfin voilà, où j'ai beaucoup travaillé, mais où c'est pas non plus quelque chose que je maîtrise totalement. Je pense que voilà, je suis plutôt à l'aise, mais pas simple, quoi. Donc ouais, je pense que j'avais un peu cette appréhension-là. Après, dans tous les cas, moi, je me confortais en me disant que ce défi, dans tous les cas, ça serait une réussite dans le sens où, bien évidemment, tu penses pas à l'échec et tu penses pas abandonner, mais je savais tout ce qu'il y avait autour. Je savais qu'on avait les sensibilisations, je savais que, dans tous les cas, c'est pas parce que je m'arrêterais qu'on arrêterait, en fait, tout ça. Je savais que on ferait autrement, et je pense que ça me rassurait de me dire que j'avais une super équipe et, et limite, en fait, c'est l'équipe qui m'a poussé. Enfin, vraiment, en fait, ils se sont donnés tellement sur ce projet, ils m'ont tellement aidé que déjà moi, je voulais avancer pour décevoir personne. Et puis, je me disais même, mais si tu t'arrêtes, en fait, au final, il y a tellement de sensi qui vont être faits à côté et ça aura tellement de sens que c'est pas grave. Mais voilà, ça, c'est pas fait, tant mieux. Tu vois, dans l'actualité, là, j'avais regardé un petit peu et il y a quand même le Télégramme, Ouest France, France 3 Régions, Orange Actu, L'Express, Sport Mag, Le Parisien, Sud-Ouest. Je me suis arrêté en première page de Google. Après, les autres, il doit y en avoir encore, mais ça met pas un peu la pression d'être suivi médiatiquement comme ça, et puis tu te dis et de peut-être forcer sur un éventuel signal que le corps enverrait, de se dire là il faut peut-être s'arrêter, et puis ça a un côté positif, mais en même temps de peut-être aller au-delà de la limite. Ouais, ça peut être une forme de pression. C'est vrai que la presse, on avait un attaché de presse qui a hyper bien bossé, Adrien, et donc en effet, mais comme l'année dernière, en fait, quand le premier article qui tombe sur ton défi, c'est un article de l'équipe qui dit, voilà, Nicolas se lance et va essayer de battre le record du GR34. Bon, en effet, là, tout de suite, de toute façon, c'est drôle parce qu'on en a reparlé avec Quentin qui m'avait accompagné sur la première étape et qui m'a accompagné sur la dernière. Et il m'a dit, bah, tu vois, au Mont-Saint-Michel, quand t'es parti, t'as dit, euh, t'as dit, maintenant,
bah, c'est plus les paroles, c'est les actes. Et c'est vrai que j'ai dit cette phrase-là. Je lui ai dit bon bah voilà, maintenant c'est parti. On a parlé, maintenant on agit. Et et donc c'est vrai que voilà, en effet, avoir ces médias qui te suivent, ouais, qui te mettent une pression après. Je pense il faut quand même y aller pour mettre la pression. Mais ouais, tu t'as pas envie de décevoir. Mais pour autant, j'ai vraiment eu des moments très galères, hein. Ça a été vraiment l'éco-aventure la plus dure. Enfin, je pense que de toute façon, c'est le défi sportif le plus dur que je vais faire de ma vie. Enfin, en tout cas, c'était l'un des plus durs et ça, c'est clair. Donc ouais, quand tu doutes, ça peut te titiller l'esprit de te dire, bah mince, je vais décevoir. Mais bon, après, tu te dis, bah après, c'est mon corps aussi, quoi. Donc, faut faire gaffe. Mais pour autant, voilà, tu t'imagines toujours que tu vas y arriver, puis que tu vas combattre certaines douleurs, et au final, on y est arrivé parce que il y a plein de choses qui se sont hyper bien connectées. Voilà, quand j'ai eu des grosses douleurs à tel endroit, il y a un ostéo qui est tombé comme ça, et enfin pas trop comme ça, mais en tout cas, on en a contacté et on est tombé sur la bonne personne. Le jour où j'ai eu des ampoules et où j'ai jamais eu mal comme ça au pied droit, on est tombé sur l'infirmière libérale qui nous a aidés. Enfin, ça s'est hyper bien connecté et ça c'est un truc de fou, quoi. Alors depuis tout à l'heure, tu parles de d'éco-aventure. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre une éco-aventure et une aventure? Ouais, bien sûr. C'est vrai que je parle d'éco-aventure. En fait, on dit que je suis un éco-aventurier et que je fais des éco-aventures parce que j'essaie de faire des aventures qui se font de façon responsable, en tout cas qui minimisent l'impact qu'on a sur notre terrain de jeu, sur la planète, et puis en même temps essayer aussi de transmettre des choses. Donc voilà, c'est un peu ça une éco-aventure. Alors moi c'est un peu poussé parce que souvent j'utilise des exploits sportifs pour faire ces éco-aventures. Après, une éco-aventure, c'est pas forcément un exploit sportif, c'est déjà comment voyager autrement. Une éco-aventure, c'est tu prends ton kayak et tu pars 2 semaines, tu prends ton vélo et tu pars 3 semaines et puis tu vas à la rencontre de gens partout en France. Enfin voilà, c'est pas forcément un exploit sportif. Moi, je l'assimile souvent avec des records, etc. Parce que je sais que ça fait parler et que j'utilise ça pour faire parler, pour faire avancer les sujets. En tout cas, j'essaye. Mais voilà, c'est ça une éco-aventure, c'est de faire une aventure plus responsable. On peut pas être parfait, ça c'est clair, mais voilà, essayer de montrer l'exemple sur plusieurs points pour montrer que c'est possible, quoi. En tout cas, c'est vrai que tu vois, enfin, ça avance quand même ces sujets-là parce que tu vois, il y a 10 ans, tout le monde prenait l'avion, enfin tout le monde, ceux qui ont les moyens quand même, parce que ça a quand même Mhm. un coût, prenaient l'avion comme ça, sans réfléchir, sans. Tu vois, l'année dernière, je suis allé à La Réunion, je me suis dit, j'ai réfléchi, tu vois, je me suis dit, ah, tu vois, quel est l'impact de ça derrière? Est-ce que c'est vraiment pertinent que tu y ailles? Enfin, tu y penses au moins, tu vois, ça avance, Mhm. c'est clair et c'est très bien. Est-ce que selon toi, ça avance euh, suffisamment vite ou comme tu es dedans, t'as l'impression que ça avancera jamais assez vite? Il y a une prise de conscience. Après, oui, bien évidemment, pour moi, ça n'avance pas assez vite parce qu'il y a des choses quand même qui commencent à être alarmantes et c'est inquiétant. Mais pour autant, moi, j'essaie quand même de toujours faire passer les messages de façon positive. Donc, il y a des choses que je garde aussi pour moi parce que sinon, c'est difficile d'embarquer tout le monde. Mais non, bien sûr que ça n'avance pas assez vite. Bien sûr que quand on a, enfin désolé, je tape un peu dessus, mais quand on a quand on a un gouvernement, par exemple, tu parlais d'aviation, qui nous parle d'aviation verte, etc. Enfin, tu vois là, pour moi, on a rien compris, quoi. Enfin, je veux dire, on nous fait, enfin voilà, des fois aussi on nous fait croire des choses alors qu'il faut juste déjà, enfin, prendre le temps, arrêter aussi de penser que la technologie va nous sauver, avoir ce technosolutionnisme pardon en tête. Enfin voilà, il y a, je pense que la clé pour moi c'est de d'écrire aussi, je le dis souvent, mais d'écrire ces nouveaux récits en fait. Tu vois, un peu aussi comme toi, je pense, tu essaies de faire avec ta course, avec le Grand Raid du Finistère,
comment on écrit aussi des nouvelles compétitions, comment on écrit tous ces nouveaux récits pour faire différemment, tu vois. Enfin, parce qu'en fait, les gens, ils ont souvent l'impression qu'on va les priver de quelque chose quand on leur parle de ces jeux aussi environnementaux. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui ont ça en tête alors que non, en fait. On peut juste être heureux en vivant plus simplement. Mais voilà, c'est normal, on est dans une société qui nous met tellement de choses en tête sur le bon fonctionnement ou pas d'ailleurs, que, que ouais, il y a encore beaucoup de boulot. Des fois, je suis énervé par rapport à ça. Des fois, je me dis que ça avance, mais dans tous les cas, chaque pas est important et c'est ce que je me dis tout le temps. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye avec les éco-aventures de faire bouger les choses et puis de continuer à faire passer les messages. Voilà, maintenant, la sensibilisation, de plus en plus de personnes sont au courant. Et puis, il y a aussi les actions concrètes. Et donc, c'est pour ça aussi que pendant cette éco-aventure, on a lancé une cagnotte, qu'on va faire un film parce que en fait, moi, et ce que j'aimerais vraiment, c'est notamment avec cette éco-aventure, c'est, tu vois, il y a un bon conseil pour le climat breton avec des scientifiques. Bah, en fait, c'est comment aussi on arrive à écouter concrètement ces scientifiques et comment ceux qui sont pas sensibilisés arrivent à écouter ces scientifiques. Et moi, c'est avec mes jambes, grâce après à des images, un film, etc. J'arrive à faire venir des gens et à leur faire écouter aussi des discours de scientifiques très simple au final moi je suis pas du tout scientifique à la base mais voilà et ben de leur faire prendre conscience de ça et de se dire ok bah voilà en fait et il y a ça aussi comme solution et on en a plein de solutions en fait il y a plein de solutions qui existent mais pour ça il faut s'unir et j'y crois parce que sinon je continuerai pas à me battre mais ouais je pense quand même qu'il faut que qu'on aille plus vite ouais. Et tu vois, pendant ta balade, si je puis dire ta balade, euh, t'as sûrement vu passer la commande de 500 avions à Airbus. Tu vois, j'ai reçu Benyat Marmisol sur le podcast qui travaille là-bas pour Airbus. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu vois, parce que moi j'aime bien sur le podcast donner la parole à tous et à tout le monde, peu importe les opinions et les points de vue, mais tu auras de toute façon ces gens qui te diront ouais, mais ça fait vivre toute une économie, ça fait vivre toute une partie de la France. Mhm. C'est clair qu'il il y a des enjeux, mais en attendant, ça fait, tu vois, 55 milliards de dollars qui vont rentrer en France. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là qui vont vivre grâce à ces ventes d'avions? Mais on parle de l'avion, mais il y a tout un tas d'autres sujets, quoi. Ah, mais Tu bien vois, sûr toute cette économie autour des choses qui sont moins éco-responsables. ah, mais c'est clair que on parle toujours du modèle économique à côté, et pour ça, de toute façon, c'est clair qu'il y a un- D'ailleurs, j'invite les gens dans ces cas-là aussi à regarder, à lire un livre qui s'appelle, c'est le plan de transformation de l'économie française. Voilà, c'est comment justement on transforme cette économie. Et en fait, c'est juste que on peut transformer les choses et créer de l'emploi en fait en décarbonant tout ce qu'on fait. Tu vois, tu parlais d'avions, bah si en France on mettait des usines, etc., pour fabriquer tous les vélos dont on a besoin, pour changer la mobilité, et ben ça créerait autant d'emplois. Voilà, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, il faut bien regarder les leviers d'action et prendre des choix stratégiques et en effet, et le faire de façon raisonnée aussi. Alors j'entends en effet que bah, quand t'as des grosses industries qui arrivent, mais je veux dire, c'est comme Amazon qui arrive avec ses gros hangars et qui dit, bon, bah, je veux dire, je pense que ça, c'est le plus gros exemple et au final, et en plus, on voit localement que ça tue tout, en fait. Quand t'as Amazon qui arrive avec son gros entrepôt, qui dit, en effet, on embauche plein de personnes, sauf qu'en fait, ils embauchent plein de personnes, mais au final, bah, tous les commerces locaux, ils disparaissent autour, et, euh, et puis, il y a plein d'emplois qui, au final, sont très mal rémunérés, etc. Donc, c'est,
Ouais, c'est pas simple à faire entendre aux gens parce qu'en effet, tu as toujours l'attrait économique qui est là et qui te dit bon bah ok, bah oui, bien sûr, signons, ça va créer plein d'emplois, etc. Mais en fait, avant ça, et c'est pareil dans le sport et c'est pareil dans tout, en fait, avant de penser, en fait, pour moi, là, on a toujours pensé à l'économie avant le reste, mais pensons avant déjà à l'impact qu'on a, en fait, sur la planète, parce que c'est cool, hein, de gagner de l'argent, mais sauf qu'à un moment donné, si on gagne de l'argent, mais qu'on se détruit au fur et à mesure, et c'est ce qu'on est en train de faire, bah, en fait, what else, ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi pour nos enfants? Je veux dire, gagner de l'argent, mais pour détruire encore plus notre habitat, bah, ça sert à quoi pour l'avenir, quoi. Donc en fait, avant ça, réfléchissons. Je veux dire, c'est comme ce système du PIB, quoi. Le PIB, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. Plus tu fais d'accidents, plus le PIB il est haut. Il y a pas de, il y a pas de logique. Donc voilà, ces indicateurs de mesure-là, en fait, il faut les changer. Et voilà, je sais que dans la conscience des gens, c'est pas facile. Je sais que il y en a qui entendront pas mon discours et qui diront ouais, mais euh, mais voilà, en fait, enfin, pour moi, en fait, ça me semble assez logique, en tout cas, de me dire que avant de gagner de l'argent, bah, en fait, réfléchissons en fait à l'impact qu'on a, parce que voilà, elle est pas, enfin, je veux dire, on se détruit nous-mêmes, quoi. La planète, elle sera toujours là. Par contre, les conditions dans lesquelles on vit dessus, bah, ça sera plus les mêmes. Et ce record d'ailleurs. Et je me le suis posé à la fin, cette question, parce que les 2 dernières journées, j'ai eu très chaud. Bah, on parle de défis, on parle de records, etc. Mais la performance sportive, elle est aussi impactée par tout ça. Tu vois, là, ce week-end, et ils en ont pas parlé, le week-end dernier, il y a eu les championnats de France de cyclisme sur route à Cassel, du côté de chez moi, là. Je ne sais plus sur combien de partants, il y en a 20 qui ont terminé. Et parce qu'il faisait extrêmement chaud, étouffant, et donc la plupart ont dû s'arrêter. Et donc, même si on égoïstement pense juste à notre pratique sportive, bah en fait, rien que ça, nous, on est hyper impacté. Donc voilà, désolé, Ouais, j'ai c'est divagué, aussi, j'étais loin, mais c'était aussi un sujet sur l'Ironman de Nice où il y a eu énormément d'abandons à cause de ça. Il y a même eu 2 arrêts cardiaques, si j'ai bien lu. Euh, et c'est euh, et c'est en partie apparemment à cause de la chaleur. Euh, Très clair. Bah mais c'est vrai que de toute façon, moi je pense que c'est la multiplicité des petites ou grandes actions qui feront que bah, finalement chaque personne entendra le message un jour ou l'autre et enfin c'est même sûr que ça a un impact en fait tout ce que tu fais, tout ce que tout le monde fait parce que je suis convaincu que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des actions à leur échelle, tu vois, Mhm. qui sont exemplaires sur un sujet, mais un peu moins sur un autre. Et c'est la répétition en fait et l'addition de toutes ces petites actions qui feront que bah, il y a peut-être quelque chose qui changera un jour, je ne sais pas. ouais, J'ai bien pas de sûr. boule de cristal. Et puis tout ça, après, ça fait faire du lobbying sur les entreprises, sur les politiques. Enfin voilà, moi l'année dernière, j'ai rencontré la ministre des Sports. On va continuer à la voir pour porter des lois. Enfin voilà, parce qu'il y a des choses aussi qu'on va devoir obliger aussi de changer sur des gros événements. Donc voilà, il y a la sensibilisation, mais il y a aussi ce qu'on porte aussi en termes de loi, etc. Et sur ça, il faut faire un peu pression sur tout le monde, ouais, c'est clair. T'as beaucoup plus haut comme soutien. J'ai vu que t'étais soutenu par Kylian Jornet par rapport à la ministre Mm. des Sports. C'est quand même bien au-dessus. Ouais, bah Kylian, c'est assez magique, hein. Mais Kylian, c'est très drôle en plus, hein, parce que c'est Kylian qui m'a fait un mail parce qu'il a vu les 110 marathons en 110 jours que j'ai fait et qui m'a dit, salut, c'est Kylian, bravo pour tes 110 marathons en 110 jours. Et, euh, et ben, je lui ai dit, bah oui, bah, je te connais très bien. Et, et de là, en fait, il m'avait intégré dans un groupe, l'Athlète Climate Academy, justement, avec pas mal d'athlètes qui s'engagent sur tous ces sujets-là. Et puis voilà, je lui ai demandé s'il voulait être parrain de ce deux défis, hein, qui s'appelle la randonnée, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui s'appelait comme ça. Et donc, ouais, c'était un honneur d'avoir Kylian en parrain, ouais, c'est clair. Hmm, c'est clair, quel honneur. Alors, du coup, ce défi, comment ça s'est passé? Quelles ont été, selon toi, les parties les plus belles du parcours, les plus dures du parcours? Quelles ont été les plus grandes difficultés? Raconte-nous tout. Eh bien,
Que dire sur sur T'as ces 2 heures. 25 jours T'as 2 heures si tu veux. Vas-y. non, sur ces 25 jours et 9 heures, non, ça a été, je dirais que, ouais, ça a été vraiment bien différent de ce que j'ai fait d'habitude parce que je courais toute la journée voilà, entre 11 heures et 14 heures par jour, que des fois dans une journée, t'as l'impression que t'es bien et puis, au bout de quelques heures, bah, au final, t'es moins bien. Voilà, donc bon, le départ s'est très bien passé. Et puis après, moi j'avais déjà quand même vu les terrains où il y aurait plus de dénivelé, donc je savais que bien évidemment dans le nord ça serait plus compliqué. Et voilà, la première grosse étape, c'était du côté de Douarnenez, où c'était joli, mais où il y avait beaucoup de marches. Et cette première étape, elle avait laissé, enfin pas cette fois, c'était pas la première, mais en tout cas cette première étape difficile avait laissé quelques séquelles après parce que j'ai eu un gros problème à la cheville en fait au releveur de pied droit et puis une cheville qui avait pris 20%. Et j'ai fait deux étapes après comme ça ouais, en tirant les dents. Enfin, le samedi et le dimanche ont été juste très très difficiles. Mais j'ai tiré dessus et voilà, grâce à un ostéo du côté de Lannion, on a réussi à rattraper le coup et à sauver un peu ma cheville. Euh, et puis après, ouais, non, en termes de paysage, pour ça que la Bretagne, enfin voilà, je pense que c'est pareil, tu sais, tu connais bien aussi ta Bretagne, mais c'est juste incroyable en termes de panorama, de paysages différents. Et j'ai pris des claques quand même tout le long du parcours. Bon, même si on va s'avouer que la fin à Saint-Nazaire, j'ai du mal toujours à la comprendre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais tu vois tellement de beaux paysages tout le long que finir cette dernière étape là, à Saint-Nazaire, c'est hyper glauque. Mais bref, C'est pour ça qu'il y a des gens qui le font dans l'autre sens pour finir sur justement Mont-Saint-Michel. ah ouais, c'est plutôt Peut-être mieux, hein. logique. Alors attends, Ouais. parce que j'ai mes AirPods qui vont pas, je sais, j'ai plus de batterie. Je sais pas si ça va marcher avec le micro classique, j'espère. C'est les Je aléas du vais direct, ça, on est habitué, hein. Ouais, je vais vérifier. Allez, on est reparti avec Nicolas qui a eu un petit problème d'écouteur, mais c'est reparti. Nicolas, on t'écoute. Oui, pardon. Du coup, on parlait en effet du pendant ce GR34 et donc en effet, tu disais aux auditeurs que des fois c'était bien aussi de faire Saint-Nazaire vers le Mont-Saint-Michel. Euh, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Après moi, je préférais prendre les difficultés d'abord et finir sur du plat après, en tout cas en termes de dénivelé, parce que c'est vrai que voilà, la partie sud est beaucoup plus plate que la partie nord. Mais c'est clair que oui, en effet, Saint-Nazaire, c'est pas folichon pour arriver. Bon, après, tu peux t'arrêter avant, c'est parce que là, c'est une histoire de record, donc il faut s'arrêter au point précis, etc. Et non, et du coup, donc je te parlais ouais, des différentes difficultés, et puis des différents paysages assez dingues. Ouais, sur les paysages, j'en ai quand même retenu des pas mal. Bon, d'ailleurs, j'ai vu que le raid du Finistère passait par là, mais c'est vrai que le cap de la Chèvre, par exemple, c'était juste. Alors, c'était très difficile, mais tellement beau. Ça, c'était vraiment très, très beau, joli. Parce que c'est vrai que sur Crozon, c'était assez étonnant, en fait. En fait, on m'avait tellement vendu Crozon, en tout cas toute cette partie-là, que je me suis dit, bon, bah, ouais, ça va être magnifique. Mais sauf que quand tu commences sur ce territoire, au final, c'est pas si joli que ça au départ, parce que tu as toute la base militaire qui te gâche pas mal, entre guillemets, de paysage, enfin, en tout cas, qui ne permet pas de voir. Mais par contre, quand tu te bascules de l'autre côté, là, et puis que tu passes aussi la bande symbolique des 1000 km au Penhir, c'est ça? Pointe de Penhir, un truc comme Pénir, oui. ça. Ouais, Pointe de À Penhir. Camaret. Ouais, c'est ça, Camaret. Bon, là, ouais, là, c'est plutôt sympa et toute cette partie-là, après, est vraiment magnifique. Et puis après, il y a aussi, avant, il y avait aussi Ghiseni que j'ai beaucoup aimé. Ghiseni avec la maison de Ménéam, la maison de Ménéam, Ménéam, c'est ça, ouais, qui est, qui est- exactement. qui est entre deux rochers. Ouais, c'est ça, ouais. Toute cette partie-là est aussi très jolie. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a des paysages. Enfin, après, t'as la côte de Granit Road. Enfin, toute cette diversité est assez folle. Mais pour revenir sur les difficultés, ouais, on va dire que donc il y avait eu Douarnenez et puis après avoir passé Brest aussi, j'ai eu une grosse douleur au niveau du TFL, au niveau de la cuisse gauche là, où pareil, j'ai bien serré les dents et continué à avancer avec cette douleur là. Euh, et puis
Et puis après, il y a eu aussi une histoire d'ampoule, quand même, hein, il fallait. Tout allait bien depuis le début avec les pieds, mais ouais, il y a une étape où j'ai commencé à en avoir et où je pense que j'étais plutôt mal soigné et où là, j'ai fait une étape dantesque, un samedi où j'ai eu mal au pied comme jamais j'ai eu mal au pied à droite, là. Et pareil, on a une infirmière libérale qu'on a appelée à la dernière minute qui m'a soigné à 22h30. Juste, enfin, cette entraide, parce que si tu vois, en fait, on n'avait pas forcément c'était un choix, mais enfin, voilà, on avait un partenariat avec l'Association des ostéopathes de France, mais j'avais pas de staff médical à proprement dit. C'est-à-dire que voilà, on s'était dit on va s'appuyer sur les sur les soignants locaux, etc. à chaque fois. On va essayer d'anticiper pour en avoir, et puis on n'a pas forcément toujours anticipé. Et donc c'est qu'à chaque fois on en a trouvé comme ça à la dernière minute, et j'ai vu quand même au final, ouais, je dirais bien une bonne dizaine d'ostéokinés, et puis ouais, au moins 3-4 infirmières libérales. Et ces personnes-là, on les a trouvées souvent du jour au lendemain, et ils croyaient tellement au projet qu'ils m'ont aidé. Enfin, tu vois, j'ai vu des ostéos à 23h, enfin, je veux dire, incroyable, quoi, pour m'aider. Et donc ça, c'était juste fou aussi de voir cette entraide. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est fou, mais ouais, je dirais que du coup, ce qui a été dur, c'est physiquement, hein. Physiquement, quand t'as l'impression d'être sorti d'une douleur, en fait, t'en as une autre qui revient. Donc voilà, tu te dis que pendant 2-3 jours ça va mieux, et puis au final, t'en as une autre qui tombe de nulle part à la fin. Là, j'ai eu la cuisse droite que je sens encore quand même pas mal, avec le releveur droit qui est revenu, mais pour autant, j'ai pu avancer à chaque fois, et puis ouais, puis ouais, avoir ce paysage, à mon avis, qui m'aidait à avancer, puis faire des rencontres de dingue. Et puis on va pas se mentir aussi, j'ai eu une météo qui a été juste incroyable aussi. Parce que, et malheureusement aussi à cause du dérèglement climatique, parce que typiquement au niveau du vent, je pense que quand tu te tapes du vent de face, c'est pas non plus la même de faire le GR34. Et, euh, et là, typiquement, les clubs de voile, on a dormi chez quelqu'un qui travaille dans un club de voile depuis longtemps, et qui me disait que, notamment dans la partie nord, en fait, c'était la première fois depuis je ne sais combien d'années que pendant un mois, il y a eu un vent de nord-est. Et en fait, typiquement, sur la partie nord, j'ai eu un vent de nord-est tout le long, donc de dos. Et puis en fait, dès que j'ai passé Brest, le vent a tourné, et donc je l'ai eu de nouveau aussi dans le dos. Donc j'ai eu énormément de chance. J'ai dû prendre 2 heures de pluie au total sur toute l'éco-aventure. Donc bon, je vais pas dire qu'en Bretagne il pleut souvent, mais bon, je pense que j'ai quand même eu de la chance, à mon avis. Euh, donc, Ah, tu donc serais non, venu un non, mois avant, c'était pas ça, hein. c'est ça. Donc non, non. Je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et puis après, ouais, j'ai été très résilient par rapport aux douleurs. Et ce que je dis souvent, en fait, c'est que j'ai une telle envie de sensibiliser. Et puis j'ai tellement, en fait, enfin, on fait tellement mal aussi à cette planète. Ou en tout cas, voilà, j'ai tellement envie d'alerter que je pense que mes jambes, voilà, elles se font mal aussi pour ça. Et que je pense que pour que j'abandonne, il aurait vraiment fallu que. Et pourtant, c'est la première fois, hein, sur une éco-aventure où j'ai pensé abandonner, hein. Ça m'était jamais arrivé, mais là, la cheville, au bout de 6 jours, je m'étais dit, bon, si là, l'ostéo, il fait rien, va falloir que je trouve des plans B. Enfin, voilà, je serre les dents, mais à un moment donné, enfin, Nico, forcez pas trop non plus, quoi. Et puis, au final, voilà, on a continué à être résilient. Et puis, enfin, cette équipe était juste folle, quoi. Enfin, vraiment, je fais encore un gros big up à Jérôme, à Charlie, Dimitri, Pascal, Alban, parce que sans eux vraiment, je pense qu'on n'aurait pas été ça. Et je pense qu'encore plus que les autres éco-aventures, on en parlait avec Jérôme justement, cette notion d'équipe, elle est encore plus ressortie, quoi. Elle est encore plus ressortie parce que tout le monde était important. Tout le monde était important sur chaque point. Et ouais, voilà, ce record pour moi, c'est surtout un record d'équipe avant tout. Et ça, je pense que je l'avais bien compris aussi, mine de rien, avec Jérémy, parce que Jérémy m'avait fait la gentillesse aussi de faire une visio avec moi. Avant, on avait échangé un peu sur son retour d'expérience. Et en fait, quand on avait fait la visio et qu'il avait vu qu'il y avait pas mal de gens dans le projet, déjà ça l'avait rassuré, parce qu'il avait dit, ok, ouais, vous avez une équipe, et je pense que ça, c'est la base aussi pour réussir ce challenge, quoi. En même temps que toi, il y avait Benoît des Jambes et des Cœurs qui lui
passer un message pour la lutte contre le cancer. Est-ce que vous vous êtes croisés? Parce que je crois que vous êtes arrivés le même jour. Ouais, ouais, on s'est croisés. En fait, il est parti 3 jours avant moi, Benoît, un super mec. Il est parti 3 jours avant moi, ouais, du Mont-Saint-Michel et en fait, ouais, je sais plus, j'ai dû le rattraper au bout de ma neuvième étape, puisqu'il a connu quelques galères physiques. Et moi, je pense que ma force a été d'être régulier, vraiment de faire des étapes au moins de 80 km à chaque fois et de garder cette régularité. Et c'est vrai que Benoît, bah, il a dû s'arrêter, je crois qu'il s'est arrêté une journée, enfin voilà, et donc ouais, je l'ai rattrapé au bout du neuvième jour. Et puis ouais, du coup, c'était drôle parce qu'en fait, je l'ai rencontré une première fois, on a pu échanger avec lui et puis son équipe. Et puis le lendemain matin, en fait, j'avais 5 km d'avance sur lui au départ, et puis du coup, il m'avait redépassé. Et puis au final, il s'arrête avant moi. Donc là, après, j'avais 20 km d'avance sur lui, puis bah, du coup, je l'ai plus revu. Mais ouais, Benoît a fait un sacré challenge aussi. Alors, il n'a pas été jusqu'à Saint-Nazaire, du coup, il s'est arrêté à Arzal, au barrage. Euh, et donc, il l'a fait en 28 jours. Mais ouais, il a fait aussi une sacrée performance sportive, et puis il a fini très très fort. Quand il arrive du côté de Chili, bah, justement, là, je suis chez lui, je suis à Quiberon, mais quand il arrive à Quiberon, j'ai l'impression que ça lui a donné des ailes. Il a fait des grosses grosses étapes, donc non, bravo à lui parce que il a fait aussi une sacrée performance et c'était hyper intéressant d'échanger aussi avec lui. Puis je pense que j'irai aussi boire une bière avec lui à l'occasion. Euh, mais ouais, non, bravo à lui, ouais, c'est clair. En tout cas, c'est super chouette qu'il y ait une dynamique là qui est en train de se créer autour de ce GR34 et qu'il y ait des messages dont on se sert en fait du défi sportif pour passer des messages et je trouve ça super chouette que alors ça, en plus ça a fait rêver les gens. Ça, enfin, moi j'ai des copains qui courent pas spécialement, qui vous ont suivi et ça c'est aussi quelque chose qui est génial en fait. Ça donne des idées à plein de gens. Tout ce que vous pouvez faire. C'est quoi en termes d'équipement, qu'on se rende compte un petit peu pour tout le parcours, ce dont t'as pu, enfin ce que tu as pu utiliser et user. Ouais, bien sûr. Et puis j'ai dédicace aussi à Olivier Lemével d'ailleurs, qui a fait aussi, qui lui est parti d'ailleurs, n'a pas encore terminé, il est parti du sud pour aller vers le nord, lui, tu vois, et qui est pas encore arrivé, mais qui faisait aussi ce défi. Il n'y avait pas une classe particulière derrière, mais ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est top que des gens aillent sur ce sentier et fassent passer des messages. Et puis merci aussi à tous ceux qui sont venus, en fait, justement, parce qu'en effet, j'ai senti qu'il y a des gens qui venaient, qui s'imprégnaient de ça. Et puis Alban, moi, qui m'avait lancé ce défi, bah, tu sentais qu'il rêvait en même temps que moi et c'était juste ouf. Mais ouais. Et non, et après, en termes d'équipement, en plus, pareil, ça sur ça, j'aurais pu un peu mieux anticiper, mais en fait, bon, disons que j'avais à peu près 3 paires de chaussures. Et pas forcément des trails en fait. J'ai utilisé au final des chaussures de route. J'avais pris des trails au départ. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise On, la marque suisse On Running, et en fait, au final, leur trail, notamment leur trail ultra, en fait, j'ai du mal parce qu'en fait, moi, j'ai des pieds assez larges et du coup, je me fais mal en fait régulièrement avec. Donc au final, j'ai pris le modèle qui m'allait bien en route parce qu'en plus c'était assez sec. Et donc ouais, au final j'ai vraiment utilisé 3 paires, on va dire, tourné avec et puis j'ai terminé avec une paire à la fin parce que vu que j'ai eu des problèmes d'ampoule, en fait par chance encore une fois j'avais pris une paire de. Je prends toujours une demi-pointure au-dessus et puis là je m'étais dit avec le sable etc. habillé ça aussi ça c'était une vraie galère, j'en ai pas parlé. Le sable sur le GR34. Ça, je peux te dire que ça, je m'en souviendrai bien aussi parce que, ah ouais, les longues plages, là, notamment à la fin, là, à Penbon, enfin, je sais plus où c'était là, mais une plage avec des dunes de 4 km. Ah voilà, la galère avec le sable qui rentre et tout, honnêtement. Voilà, après, on peut peut-être utiliser des guettes ou tout des trucs comme ça, mais là, moi, j'étais pas forcément équipé et ça, ouais, ça, c'était vraiment dur. Mais bref, mais tout ça pour dire que j'avais prévu en fait une paire aussi avec une pointure au-dessus en 46, alors que logiquement je me dis 45. Et en fait, ça m'a pas mal aidé parce que quand j'ai eu des bonnes ampoules, en gros, avec les pansements, avec double chaussette pour éviter les frottements, bah en fait, elle m'a bien servi cette paire-là et elle a fait les 7 ou 8 dernières étapes. Donc ouais, en termes de matos, je dirais à peu près ouais, 3 paires de chaussures, 3 à 4.
voilà, Jérémy était parti avec une dizaine, je crois, pour alterner souvent. Euh, Après, en termes de, bon, j'ai un partenaire, moi je porte de la laine mérinos parce que je trouve cette matière incroyable et puis parce que c'est quelqu'un qui fait c'est au Garonne et il fait tous ses vêtements en France et il y a une super éthique donc voilà, moi j'étais en laine mérinos et l'avantage aussi c'est que de la laine mérinos c'est que t'es pas obligé de faire tes lessives tous les jours avec, tu peux porter un t-shirt 2 à 3 jours, ça retient pas la transpiration, donc ça en termes de logistique c'est aussi intéressant. Et puis un sac à eau, bien évidemment. Tu peux pas faire sans. Donc j'avais un sac à eau de 2,5 litres au total que je rechargeais assez régulièrement. Mais voilà, en tout cas en termes de matos sur moi. Et puis la casquette. Pourtant, je suis pas un fan des casquettes, mais là, avec le temps que j'ai eu, bah, j'ai jamais autant porté une casquette aussi en courant. Donc la casquette était plutôt très importante. Donc en tout cas, voilà, en termes de matos sportif, c'était ce que j'avais. C'était ce que j'avais, pas plus, pas beaucoup plus. Voilà, après, avec ce que je te disais. La fameuse plage naturiste de Penbron pour les fins connaisseurs, C'est la plage effectivement. naturelle de Penbron, exactement. Eh ben, je peux te dire que je m'en souviendrai de celle-là. Vers La Turballe, le Croisic, tout ça. Ouais. Bas-sur-Mer pour les plus connaisseurs. Ok, très cool. Mais écoute, c'est vrai que la gestion de l'équipement, ça doit être un vrai sujet. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire mieux que 25 jours? Bon, je pense. On va espérer que ce record soit battu. Ça, c'était assez génial d'ailleurs de la part de Jérémy, hein, parce que Jérémy, il a établi ce record pour qu'il soit battu et au final, ça a été génial parce que Jérémy, il est venu me voir, tu vois, à Port-Louis. Il est venu m'encourager avec sa femme et sa fille. Ils ont suivi tout le projet. Enfin, tu vois, euh, sa fille, elle m'a encouragé quand je suis passé. Donc, bien évidemment, j'espère que ce record sera battu. Après voilà, je sais aussi ce que j'ai enduré pour le faire, mais c'est clair que ça fait une moyenne de 82 km. Après oui, je pense qu'il peut être battu. Moi, je pense que vraiment ma force a été la régularité de faire des grosses journées. Tu vois, je pense qu'intrinsèquement, Jérémy, et c'est sûr, de toute façon, est plus fort que moi, il va plus vite que moi. Moi, je pense que là où j'ai été peut-être plus fort, c'est juste que j'ai fait des plus longues journées, que j'ai été résilient. Et puis je pense que le fait d'avoir déjà, en fait, si tu veux, un record qui est établi, où tu sais le nombre de jours, d'heures, ça te permet aussi de poser des bases. Alors Jérémy m'avait dit surtout de ne pas fonctionner comme ça, mais moi le problème c'est que je fonctionne comme ça. Moi j'avais établi des étapes en fait. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on avait fait les sensibilisations dans les écoles, prédéfini où on dormirait, etc. On a dû s'adapter parce que du coup j'ai pris quand même un peu de retard sur mon prévisionnel, puisque j'étais censé arriver le samedi. Euh, et donc on a dû s'adapter quand même parce que j'ai perdu quelques kilomètres par rapport à mon prévisionnel. Mais voilà, moi le fait de m'être mis des objectifs tous les jours, et notamment dans le Nord, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je savais que j'avais un tel nombre de kilomètres à faire. Et donc du coup, voilà, d'avoir toujours une certaine avance et d'avoir ces 2 jours d'avance à chaque fois. Après, encore une fois, mentalement, il faut savoir le faire parce que ce que Jérémy disait, c'est que bah, si tu perds des kilomètres sur ton prévisionnel, bah, du coup, ça peut être assez frustrant. Et voilà, mais j'ai fonctionné comme ça. Et oui, je pense que je souhaite aider aussi, comme Jérémy m'a aidé, quelqu'un qui voudrait battre ce record. J'ai vu que Eric Clavery, c'est ça qu'on dit, je Ouais. pense, bah, aller tester ça dans 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Si Kylian se lance, bah, Kylian il pourrait tester de battre le record déjà peut-être aussi. Et puis, et puis je sais que t'es potes avec l'ami casquette verte, alors c'est peut-être pas des formats qui lui iraient, mais pour le coup, je lui lancerais bien le défi, surtout que tu le connais, parce que pour l'anecdote, en fait, j'ai quelqu'un qui a été un peu courir avec lui dans des entraînements là à Paris, et puis enfin, qui connaissait un peu ce que je faisais, et qui dit non mais attends, Nicolas là, il va pas réussir à battre le record de Jérémy. Jérémy, il est trop solide, c'est impossible et tout. Donc petite dédicace à casquette verte pour dire bah si tu vois, on l'a fait, mais du coup pourquoi pas qu'il se tente sur un défi comme ça pourrait être assez drôle. Il écoute le Ouais. podcast en plus, donc il va entendre ton Ah. message. Donc. Et ben voilà, je lui passe le message et j'en profite, mais c'est taquin, hein, parce qu'en plus on s'est rencontrés sur les poteries avec Alex, mais ouais, carrément. Ouais. Mais si, je souhaite qu'il soit battu et puis avec plaisir
pour aider aussi les personnes qui vont se lancer dessus, parce que dans tous les cas, vous en prendrez plein les yeux. Ça sera difficile, mais c'est tellement incroyable. Après, voilà, ce qui va être très compliqué aussi, c'est que ce GR34, il bouge tout le temps. Voilà, moi, j'ai pris à peu près les mêmes chemins que Jérémy, et encore, il y a des chemins qui ont bougé, et justement à cause de l'érosion des côtes, hein, parce que c'est le message qu'on voulait faire passer, et clairement, et le film va servir à ça, on va faire un film aussi, il va montrer aussi toute cette érosion des côtes, parce qu'en fait, tous les ans, ça bouge, et il y a des sentiers que moi, j'ai pas pu prendre parce que beaucoup trop d'érosion et trop dangereux. Et là, typiquement, je sais que, je pense, en courant de l'année, ils vont rouvrir une portion qui va ajouter, je crois, 100 km au GR34. Donc c'est pareil, ça va pas être la même non plus, quoi. Donc voilà, mine de rien, en fait, voilà, comment après tu vas juger ça, comment tu vas faire le record. Enfin voilà, il faudra aussi se poser ces questions-là, quoi. Oui, ça c'est tous les aléas des FKT qui avec le chemin hyper long qui bouge et qui sont modifiés. Et c'est pour ça d'ailleurs sur le GR20 ils ont statué sur une trace, une façon de faire le record. T'as plus le droit comme avant d'être accompagné de 10 pacers. Ils sont plus que 2 maintenant autorisés. Enfin voilà, il y a des petites règles comme ça qui sont mises, et peut-être que sur le GR34 il y en aura aussi une trace officielle qui bougera peut-être un peu moins que les autres, ou du moins vite. Ça c'est, on verra. C'est la Fédération française de randonnée qui gère ça d'ailleurs. Et ok. Et du coup, toi, ce serait quoi, tu vois, les petits conseils, parce que tu vois, moi, je m'étais dit si je le faisais, parce que c'est un truc que tu vois, j'aimerais faire, parce que tu vois, oui, j'aime bien ma Bretagne, oui, j'en parle tout le temps, mais non, je ne connais pas tous les coins de Bretagne, et loin de là, et il m'en reste encore plein à découvrir. Tu vois, notamment la plage naturiste de Penbron, je la connais de nom, mais je suis jamais allé. Et en fait, je m'étais dit si je le faisais, je pense que je partirais en mode comme un ultra trail en fait, où tu es dans un inconfort le plus total, et où je dormirais que quand mon corps me le dit, il faut vraiment dormir, mais peu importe l'heure du jour, de la nuit. Et qu'est-ce que tu penses de cette stratégie pour maximiser en fait le temps où tu avances? Ouais, je pense que ça peut être une bonne stratégie, parce qu'au final, sans le savoir, c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, sauf qu'en effet, moi, je dormais chez l'habitant, donc tu avais quand même ces contraintes où on bougeait un peu quand même par rapport au chemin. Mais c'est vrai qu'au final, moi, moi, je dormais 5 heures maximum par nuit, hein, donc j'ai vraiment fait des grosses journées, etc. Donc, je pense que oui, ça, en tout cas, pour battre ce record, ça peut être une stratégie. Après, je pense que c'est en l'ayant fait avec une équipe, et enfin, tu vois, je pense que l'équipe, c'est vraiment la base, clairement. Enfin, je pense que partir sur un truc comme ça en autonomie, c'est très complexe, vu comment c'est long. Mais en effet, je pense que se dire que tu pars en ton autonomie, tu dors un peu où tu veux, ouais, c'est chaud. Mais je pense que ça peut. Enfin, encore une fois, faut maîtriser son corps, il faut bien connaître son corps. Je pense que toi, tu le connais plutôt bien. Mais ça peut se tenter. Mais ouais, ouais, les conseils, je pense, c'est déjà bien se préparer en amont et faire attention à plein de petits détails. Mais bon, déjà les pieds, c'est hyper important. Préparer ses pieds, enfin, je pense que ça peut vraiment tout gâcher, quoi, parce que ça peut vraiment faire très mal. Et puis après, non, on est tellement tous différents. Enfin voilà, moi c'est clair que ma force c'est d'avoir une récupération qui est très rapide, de dormir très peu. Donc en effet, moi je te dirais que si tu as envie de le tenter comme ça et de partir avec ton sac et dormir quand tu veux, etc. Mais voilà, j'ai juste peur que sur la longueur, ça devienne quand même difficile de pas du tout avoir de confort pendant une vingtaine de jours. Euh, mais, euh, mais why not? Ça se tente. Ça se tente. Bon, pour moi, ce sera pas tout de suite, hein, loin de là. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais faire un jour, hein, ça c'est clair. C'est clair que je le tenterai un jour. Mais peut-être pas battre le record, mais je le ferai en totalité un jour. Ça c'est clair et net. Ouais, bien sûr. Là, on est 2 jours après l'arrivée.
ton retour à chaud de tout ça, peut-être une petite anecdote aussi, un petit truc un peu what the fuck que tu aurais croisé, vu, si ça s'est produit. Il y a forcément eu des petites choses comme ça qui t'est arrivé. Qu'est-ce que t'en retiens? Euh, je retiens, je pense que je le dis souvent, mais bon, comme souvent, mais une expérience humaine de dingue. Vraiment, enfin, merci la Bretagne, merci les Bretons, merci la Bretagne, parce que euh, voilà, l'accueil a été juste fou. Enfin, encore une fois, tous ces soignants, tous ces gens qui nous ont accueillis. Tu vois, moi j'arrivais, alors il y avait l'équipe qui arrivait avant, qui sensibilisait, qui arrivait avant chez les habitants, mais moi j'arrivais, il était 22h, 23h, j'étais complètement KO, j'allais me doucher, je mangeais un bout et puis j'allais me coucher. Donc les gens étaient tellement accueillants avec nous, humainement ça a été juste waouh. Enfin vraiment un grand merci. Un grand merci à toutes et à tous. Et ouais, non, ça va me. Je pense que ça va me rester longtemps et je pense que dans tous les cas, on reviendra en Bretagne justement pour cette partie film, etc. Parce qu'on veut continuer et c'est vraiment l'objectif. Euh, un truc un peu what the fuck, ce que tu me disais, qui m'aurait un peu été interpellé. Là, comme ça, faut que j'y repense et que ça, j'aille pas trop loin, mais bah, il y a quand même, enfin, j'avoue que moi, enfin, je le redis, mais cette arrivée à Saint-Nazaire me perturbe pas mal, vraiment beaucoup. Je me dis pourquoi, voilà, ça c'est un truc, je comprends pas. Euh, il y a aussi tous ces bases militaires en Bretagne. Honnêtement, si vous vous faites attaquer, ça vous êtes protégé. Hein. Il n'y a pas de problème pour vous, les Bretons. Ouais, mais on sera peut-être aussi les premières cibles. Hein. Ah ouais, mais là, c'est assez fou. Tout le long, là, tu vois des bases, que ça soit au niveau des sous-marins, enfin, j'avais pas je t'avoue que j'avais pas ça en tête. Je savais pas qu'il y avait autant de bases militaires et tout là-bas. Ah, tu vois, la base militaire dont tu parlais tout à l'heure à l'entrée de la presqu'île de Crozon, mon père travaillait là-bas. Et donc, c'est là-bas qu'il y a des sous-marins nucléaires. Et quand j'étais petit, à l'école, je me souviens encore de ces répétitions en cas d'attaque nucléaire, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et mon père disait toujours, de toute façon, si ça pète, si on est attaqué, on est les mieux placés parce que ça va aller tellement vite, on va se faire souffler en 2 secondes, on n'aura rien le temps de voir venir, contrairement à d'autres qui seront plus loin et ce sera peut-être plus douloureux pour eux que pour nous. C'est vrai, vu comme ça, c'est pas mal. Voilà. Pas mal. Ça fait relativiser un peu. On va dire ça. On va dire ça. Non, non, et puis, non, ouais, mais c'est vrai que j'ai halluciné ça quand même de voir toutes ces bases militaires. Euh, non, et après, quoi d'autre aussi en what the fuck, entre guillemets. Non, bah, là, comme ça, j'ai Non, mais pas. c'est encore tout frais, c'est encore tout Ouais, chaud c'est encore dans tout ta frais, tête. ouais. Très cool. Bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Nicolas, que tu aurais aimé... Comment ça va là d'ailleurs aujourd'hui à J+2? T'as des douleurs quelque part? T'es fatigué? Tu te sens comment? Ça va, je récupère. Je suis quand même toujours un peu fatigué, mais bah, j'ai une bonne douleur quand même dans la jambe à droite là. Voilà que j'essaie de reposer. C'est vrai que là, contrairement à mes 110 marathons en 110 jours, je relâche pas au fur et à mesure et je vais pas courir en diminuant. Là, j'ai vraiment arrêté la course à pied. J'ai pas couru hier et j'ai pas couru aujourd'hui. Mais non, relativement, ça va. Je me sens relativement bien. Je profite encore un peu de la Bretagne avant de rentrer dans, dans mon nord tout là-haut là. Et non, et après, bah, vous dire que voilà, en tout cas, ce GR34, c'est une super expérience et je pense qu'il faut, en tout cas, si vous avez des idées comme ça en tête, n'hésitez pas à les faire. Vous dire aussi que voilà, regardez bien aussi parce que la Bretagne est très belle, mais c'est vrai que voilà, on a vraiment pu constater fortement hein, cette partie érosion des côtes et ça peut être quand même assez inquiétant. Mais pour autant, je suis persuadé que si ensemble, encore une fois, on arrive à faire bouger les choses, on peut continuer à préserver notre paysage. Mais voilà, faut se bouger clairement parce que là, en tout cas, quand tu vois quand même l'érosion palpable, c'est aussi intriguant, quoi. Donc voilà,
faisons attention aussi à nos sentiers et n'oublions pas que c'est nous aussi qui provoquons tout ça avec l'activité humaine. Donc, et ayons bien conscience pour pouvoir profiter encore longtemps de tout ça, quoi. Eh ben écoute, je crois que là, en tout cas, pour les auditeurs du podcast, le message est passé. On mettra tous les liens dans la description pour savoir comment est-ce qu'on fait pour suivre toutes tes prochaines aventures. Et puis, ben écoute, bonne récup, bonne prochaine aventure, parce que j'imagine qu'il y en aura encore d'autres et plein d'autres et que tu reviendras nous raconter tout ça. Même si c'est pas en Bretagne, je te recevrai encore avec plaisir. C'est gentil, c'est gentil. À bientôt Nicolas et merci d'avoir répondu aussi vite présent pour passer sur le podcast. Merci à toi François. Top.